Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Cette semaine, on vous parle gastronomie et bons ingrédients. Au menu, pour commencer, le manioc, aliment de base en Centrafrique. Ces derniers mois, il s'est raréfié sur les marchés et son prix n'a cessé d'augmenter. Non loin de Bangui, un entrepreneur innove pour augmenter ses rendements. Thieboudienne, Bamako, fried chicken ou encore gnomi aux fruits rouges. Le chef Husseini Djikine nous parlera de ses recettes qui mettent l'eau à la bouche, ainsi que de son tout nouveau livre BMK Cuisine d'Afrique de Paris à Bamako. Le Rwanda, pays où le lait est roi, nous vous emmènerons découvrir les bars à lait, une véritable institution. Du petit déjeuner au dîner, il agrémente tous les repas des Centrafricains. Le manioc est mangé sous forme de poudre, de boulgozo ou encore de bâtons fermentés. Le chikwange, un entrepreneur, Johan Isaka, souhaite accroître la production du tubercule dans le pays afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nos correspondants Carole Valade et Clément Diroma sont allés à sa rencontre. Un sol sablonneux, des pluies quotidiennes, des conditions idéales pour faire pousser le manioc dans ce champ situé en périphérie de Bangui. Oui, c'est la parcelle mise en jachère de l'autre côté. Voilà. Nous avons au moins 4 hectares. Okay. Johan est le directeur de l'une des premières exploitations semi-industrielles dans le pays. Mais faute de moyens mécaniques, la récolte se fait encore manuellement. Pour trouver le précieux tubercule, il faut déraciner son arbre. Et voilà, un bébé bien potelé. C'est ça. Un gros bébé. Ouais. De retour en Centrafrique après des études d'agronomie en Chine, le jeune entrepreneur veut aider son pays à atteindre l'autonomie alimentaire. Un défi titanesque. On importe encore le manioc malheureusement. Le besoin aujourd'hui est estimé à 800-900 000 tonnes à l'année. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas encore à produire même pas 400 000 tonnes à l'année. À 2 pas de là, ses employés épluchent, découpent et lavent le manioc avant de le sécher au soleil. On récolte ce qu'on peut travailler le jour et on garde le reste pour demain. Par semaine, on peut donc produire de bonnes quantités, au moins 5 tonnes ou plus. La farine pour la pâte et les feuilles pour la sauce sont ensuite emballées, prêtes à la consommation. Voilà, alors là, nous le vendons sur le marché à 500 francs CFA. Un prix supérieur à celui du marché, mais un produit de meilleure qualité. L'entreprise de Johan a aussi l'ambition de trouver de nouveaux débouchés. C'est un veura. Comme transformer les épluchures en aliments pour le bétail. Comme le manioc est riche en énergie, on préfère mieux le manioc que le maïs. Parce que le maïs ici c'est cher, ça les nourrit bien et puis ça les grossit. Comme vous voyez, ils sont bien gras là. Sur le continent, le manioc est l'aliment le moins cher et le plus facile à produire. Sa production intensive pourrait permettre de pallier le risque de famine en Centrafrique. Les frères Husseini et Abdoulaye Djikine défendent une cuisine familiale et festive imprégnée par leurs racines maliennes, tout comme par leur voyage à travers l'Afrique. Après l'ouverture de leur restaurant BMK à Paris, ils se sont fixés comme mission de contribuer au développement économique des pays du continent grâce à leur trésor culinaire. J'ai le plaisir d'accueillir Husseini Djikine. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, décrivez-nous un petit peu votre cuisine. Alors, notre cuisine, c'est une cuisine africaine, de manière générale. Ce qu'on propose, c'est à la fois des plats traditionnels, tels que nous les préparait notre maman quand on était petit, des amis de notre maman, nos tantes, etc. Et puis, on a aussi la volonté de valoriser des produits africains. Donc, il y a certains plats qui sont un peu plus modernes, qui sont des créations de nos chefs, où là, encore une fois, le but est de valoriser vraiment le produit africain. Le mafé, le yassa, le thieboudienne, donc qui sont des plats d'origine malienne, sénégalaise, donc des plats d'origine d'Afrique de l'Ouest essentiellement. Donc là, on les prépare vraiment comme ils sont préparés au pays. Et puis après, on a effectivement des créations, donc des desserts et des salades qui ne sont pas forcément des choses qu'on voit traditionnellement en Afrique, mais qu'on prépare à partir d'ingrédients qu'on source vraiment en Afrique. Alors, en quoi est-ce que vos restaurants BMK Paris-Bamako se distinguent-ils des autres adresses africaines à Paris ?
Alors notre volonté, c'est, comme vous le disiez, de promouvoir la gastronomie africaine. Et du coup, on essaie de cibler aussi bien des personnes qui connaissent cette cuisine, en leur proposant donc une cuisine qui est vraiment faite à partir des ingrédients les plus authentiques possibles. On n'essaie pas de travestir en ajoutant pas mal d'additifs, etc. Donc aussi bien pour ces personnes-là qui connaissent cette cuisine que des personnes justement qui connaissent absolument pas cette cuisine. Et notre but est de montrer que c'est pas une cuisine qui est inaccessible. C'est une cuisine qui peut être très simple à partir d'ingrédients simples, frais et excellents. Et du coup, on essaye d'avoir une approche très pédagogique dans notre explication des plats, que ce soit sur le menu. C'est également une chose à laquelle on fait attention dans notre recrutement et dans la formation des serveurs. On essaie de vraiment prendre le temps avec les clients pour vraiment qu'ils aient l'impression de voyager avec nous et d'apprendre à connaître cette cuisine. Justement, parlez-nous un peu de quelques plats que vous aimez préparer. Alors que j'aime beaucoup préparer avec ma maman, parce que avec mon frère Abdoulaye, avec qui nous avons monté ce projet, on a eu la chance d'avoir une maman qui nous a toujours laissé entrer dans sa cuisine depuis qu'on était tout petit, ce qui se fait pas forcément dans les familles africaines traditionnellement. Et du coup, on prépare des plats traditionnels, le mafé, le thieboudienne, comme je le disais. On n'essaie pas de s'aventurer nous-mêmes à le faire, parce que forcément, on considère que c'est notre maman qui le fait le mieux. Après, on essaie de revisiter des choses, de faire des salades à partir d'ingrédients africains, à partir de patates douces, de gombo, parce que justement, vu que ce sont des ingrédients qui sont très simples mais également très bons, on peut très facilement réaliser des recettes pour le week-end, pour le soir, avec des amis, pour soi-même. Donc voilà, c'est essentiellement ces plats-là que j'aime réaliser. Les fêtes de fin d'année approchent. Est-ce que vous auriez quelques recettes à partager avec nos téléspectateurs ? Alors j'ai 2 recettes qui me viennent à l'esprit. La première, c'est le dibi. Qui est une recette traditionnellement de mouton qui est cuit au feu de bois. Donc en fait, c'est des morceaux de mouton qui sont mis dans une sorte de feuille de papier journal et qui sont cuites au feu de bois. Du coup, nous, on propose une version, pour le coup, un peu revisitée, où en fait, c'est de l'agneau qui est délicatement mariné et qui est ensuite rôti à basse température très longuement. Donc voilà, c'est une recette de rôti qui peut changer un peu de la dinde ou du chapon en fin d'année, qui peut être accompagnée d'une purée de patates douces ou d'un gratin de manioc, par exemple. Et pourquoi pas un thieboudienne aussi, qui est un plat de fête sénégalais que nous, on mangeait très souvent le dimanche ou lors des jours de fête chez notre maman. Donc voilà, là aussi, c'est un plat de fête plein de couleurs, plein de saveurs qui peut changer un peu. Un plat de fête à partager avec ses amis et ses proches. Exactement. Alors, certaines de vos recettes sont à retrouver dans ce très beau livre que vous venez de publier aux éditions Hachette, un livre appétissant. Mais cet ouvrage, c'est bien plus qu'un simple livre de recettes. On y retrouve aussi des informations très complètes sur les différents ingrédients, des ingrédients phares tels que le gombo, le moringa ou le fonio, ainsi que des histoires et des rencontres. Exactement. On a voulu aller dans le même état d'esprit que ce qu'on propose dans notre restaurant, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste à la cuisine. Même s'il y a beaucoup de choses à dire autour de la cuisine, en fait, on a voulu partir de notre histoire personnelle, sachant que tout ce dont j'ai parlé jusque-là, on ne s'en rendait pas forcément compte, nous, dans notre enfance, toute cette richesse, toute cette variété des cuisines africaines. Et du coup, c'est un cheminement à travers ce qu'on a vécu avec nos parents, ce qu'on a vécu dans nos quartiers d'enfance, lors de nos voyages. Et du coup, justement, le but est de faire en sorte que le lecteur voyage et fasse un peu cette découverte comme nous, on l'a réalisé. Donc il y a effectivement pas mal d'histoires, comment on a vécu toutes ces découvertes, des rencontres, des personnes qui nous ont inspirés, qui travaillent avec nous. On parle aussi il y a pas mal de produits dont on parlait, le baobab, le gombo, le moringa, qui sont très peu connus. Et donc on essaye, sans en faire une encyclopédie, de donner quelques petites astuces, quelques petites informations qui donnent envie justement au lecteur de découvrir ces produits. Et vous y parlez aussi des clichés sur les cuisines africaines. Quels sont-ils et comment combattre ces préjugés ? Alors, il y en a énormément et malheureusement, ils sont très, très souvent véhiculés par les personnes d'origine africaine elles-mêmes. Quelques exemples qui sont que la cuisine africaine, souvent, ce sont des plats très épicés. C'est parce que traditionnellement, effectivement, on présente souvent les plats avec un morceau de piment directement à même le plat. Alors que justement, ce sont des plats épicés dans le sens où ils sont pleins d'épices et pleins de saveurs. Mais par contre, ils ne sont pas forcément relevés
parle souvent beaucoup d'une cuisine africaine, alors que ce sont énormément de... Oui, il y a 54 pays, il y a une voilà, grande exactement. multitude de différentes cuisines. Très brièvement, pour finir, vous avez aussi lancé une initiative de plantation d'arbres fruitiers au Mali. Pouvez-vous nous en dire plus ? Là, l'objectif était, comme je le disais, de faire en sorte que des personnes africaines ou d'origine africaine prennent conscience du patrimoine culinaire et également de la richesse des produits qu'ils ont à disposition. Et donc, effectivement, il y avait pas mal de terres qui étaient à disposition dans la région natale de notre papa, au Mali, dans la région de Caille, qui n'étaient pas utilisées parce que c'est un peu comme en France, parce que parfois les métiers agricoles sont un peu délaissés. Et du coup, le but, c'était de faire en sorte d'accompagner des agriculteurs pour développer leurs plantations et puis faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ont des choses sous la main qui peuvent leur servir et puis qui peuvent créer des débouchés, notamment financiers. Donc voilà, on accompagne ces agriculteurs dans ce type d'initiative. Merci Fousseini Djikine de nous avoir donné faim. Merci à vous, Valériane. Dans les bars préférés du Rwanda, oubliez la bière, le lait et ce qu'il y a à la pression. Les habitants viennent consommer de grandes pintes d'ikivuguto. Cette consommation de lait d'une ampleur unique sur le continent africain est encouragée par le gouvernement et s'explique aussi par l'importance accordée à la vache, vénérée dans tout le pays. Reportage signé Simon Wolfart. Dès les premières heures de la matinée, c'est l'effervescence. Pas de temps à perdre pour ces coursiers. Il faut livrer les centaines de bars à lait de la capitale avant que les clients n'arrivent. Je vends du lait de Nyanza. J'en vends du frais, du fermenté et en yaourt. Les clients sont nombreux. On peut en avoir 40, 50 ou plus par jour. Certains viennent presque tous les jours. Avant le travail, ce commerçant vient ici boire ses 2 litres quotidiens. Cette boisson symbolise une chose de grande valeur au Rwanda, parce qu'elle vient de la vache, et la vache est centrale dans notre culture. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient que le lait était bon pour la santé et qu'il était très nutritif, et on m'incitait à en boire souvent. Fin 2020, le Rwanda a produit plus de 890 000 tonnes de lait, une augmentation de 140% en 10 ans. Et la majorité de cette boisson vient de l'ancienne capitale royale Nyanza, dans le sud du pays. D'après les Rwandais, c'est ici que l'on trouve le meilleur. Zilakamwa Dairy a ouvert en 2013. En seulement 8 ans, la production y a été multipliée par 5. Il y a plusieurs usines ici dans la région qui en achètent. Aujourd'hui, il y a une augmentation de la demande. De plus en plus de gens s'y mettent, que ce soit les enfants ou les adultes. Le gouvernement incite à consommer du lait dès le plus jeune âge, un moyen de lutter contre la malnutrition dont souffrent 33% des Rwandais de moins de 5 ans, d'après le Programme alimentaire mondial. Ici, au musée du Palais Royal, est évoquée la place importante du lait à la cour jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1961. On arrive dans la maison du lait et l'une des beaucoup de maisons, beaucoup de huttes qui étaient chez le roi. Et chaque fois qu'on amenait un pot de lait, on l'amenait ici. Encore aujourd'hui, les vaches restent respectées et honorées dans la culture rwandaise par des danses et des chants traditionnels évoquant la beauté de leurs yeux et la longueur de leurs cornes. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez sur France 24, l'information continue.